Lorsque des personnes adoptent des animaux dans des refuges, cela relève souvent d'un véritable acte de compassion envers ces créatures sans abri. Nombreux sont ceux qui partagent des photographies avant et après, illustrant à quel point un animal peut se métamorphoser lorsqu'il reçoit de l'amour et des soins. Ces images rappellent combien l'attention et la bienveillance sont essentielles à l'apparence et à la santé de tout être vivant. Pourtant, la Corée du Sud a récemment été profondément bouleversée par des images de vidéosurveillance montrant un garçon de 11 ans si affaibli qu'il semblait sur le point de perdre connaissance. Au lieu de jouer dans la rue avec ses camarades, il restait immobile, le regard vide. Il paraissait avoir perdu tout espoir et ne plus nourrir aucun rêve. Ces enregistrements, qui ont immortalisé les derniers instants douloureux de la vie de cet enfant, ont suscité une vague d'indignation dans tout le pays. Essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette affaire tragique de meurtre d'enfants survenue à Incheon. Le 7 février 2023, à 13h44, un père nommé Itawan a contacté les services de secours. Il a signalé que son fils Shu, élève de 5e année, ne respirait plus. À l'arrivée de l'ambulance, l'enfant se trouvait en état de mort clinique. Il ne présentait ni pouls ni respiration. Malgré les tentatives de réanimation et son transfert à l'hôpital, le garçon est décédé. Le corps de Shu présentait de nombreuses ecchymoses, vraisemblablement causées par des coups. Il mesurait 149 cm et ne pesait que 29,5 kg, un poids extrêmement faible pour un enfant de son âge. Il portait des vêtements fins, sales et totalement inadaptés aux températures hivernales. Des dizaines de coupures, probablement infligées à l'aide d'un objet tranchant, ont été découvertes sur ses cuisses. Des lésions évoquant des brûlures étaient visibles au niveau des organes génitaux, et des ecchymoses couvraient l'ensemble de son corps. Au total, 232 blessures ont été recensées. Le décès est survenu à la suite de multiples traumatismes contondants, ayant entraîné d'importantes hémorragies internes, provoquées par des violences prolongées et répétées. Les médecins ont immédiatement suspecté des actes de maltraitance et ont alerté la police sans délai. À ce moment-là, la belle-mère, Isushin, a nié les faits. Elle a déclaré avoir seulement poussé le garçon parce qu'il ne l'écoutait pas, le jour de sa mort. Le père biologique, Lee Chang-gan, a lui aussi rejeté toutes les accusations. Il a affirmé ne pas avoir vu son fils depuis 2 semaines et n'avoir contacté les secours qu'après avoir appris que l'enfant était malade. Bien que l'agence de presse Yonhap ait annoncé l'arrestation en urgence des 2 parents, cette information n'a, dans un premier temps, suscité que peu de réactions au sein de la société. Tout a cependant changé un mois plus tard, lorsque l'affaire a été largement médiatisée grâce à des émissions d'investigation diffusées sur les chaînes de télévision NBC et SBS. Selon les premières conclusions de l'expertise médico-légale nationale, des lésions aux organes internes ont été constatées, mais la cause exacte du décès demeurait incertaine dans un premier temps. Des examens complémentaires se sont donc révélés nécessaires. Le 15 février, la police a requalifié les charges retenues contre la belle-mère. Au lieu de maltraitance ayant entraîné la mort, elle a été accusée de maltraitance et meurtre, car il a été établi que le décès n'était pas accidentel. Le 16 février, après la transmission du dossier de la police au parquet, une enquête complémentaire a été ouverte. Lors des perquisitions et des saisies, les enquêteurs ont mis au jour 22 autres cas de maltraitance infligés à l'enfant. Parmi eux figurait, entre autres, le fait de lui avoir enfoncé un crayon dans la cuisse, ainsi que celui de l'avoir attaché à une chaise à l'aide d'un cordon de rideau. Ces sévices se sont poursuivis jusqu'à 2 jours avant la mort du garçon. La caméra domestique installée par la belle-mère elle-même afin de surveiller le comportement de l'enfant a constitué un élément de preuve central. Selon la police et le parquet, la belle-mère, nommée Isujin, aurait commencé à maltraiter Shu après avoir fait une fausse couche au printemps 2022, dont elle aurait tenu l'enfant pour responsable. À la fin du mois de janvier 2023, elle a été victime d'une brûlure à la bouche qui l'empêchait de s'alimenter et aurait nécessité une prise en charge médicale. Pourtant, au lieu de se faire soigner, elle a redoublé de cruauté. Le 4 février, elle a frappé Shu à l'aide d'un support en aluminium provenant d'une étagère, sous prétexte qu'il aurait volé quelque chose. Elle l'a ensuite attaché à une chaise à l'aide d'une serviette et d'un cordon de rideau. Son visage était recouvert, et ses mains ainsi que ses pieds étaient entravés. Shu est resté dans cette position pendant 16 heures. Durant tout ce temps, il a entendu des cris et des insultes diffusées par un haut-parleur. À partir de 5 heures du matin,
il a été contraint de recopier des passages de la Bible. Le même jour, la belle-mère l'a de nouveau battu, cette fois parce qu'il aurait pris l'argent de poche de ses jeunes frères et sœurs. Par la suite, il a de nouveau été attaché à une chaise pendant 2 heures. À ce stade, le garçon souffrait déjà d'une hémorragie interne. Son père, Yi Chang-gan, s'est contenté d'observer la scène. Le 7 février, vers 13 heures, un événement tragique s'est produit. Shu tenait sa belle-mère par les mains et lui demandait pardon, mais celle-ci l'a poussé. Il est tombé et s'est violemment cogné la tête contre le sol. Peu de temps après, l'enfant est décédé des suites d'un choc provoqué par une hémorragie interne. La veille, il avait été aperçu dans un état extrêmement préoccupant dans un commerce. Il y avait acheté une boisson et le vendeur s'était souvenu de son apparence troublante. Son visage était pâle, ses traits affaissés, et l'expression vive d'un enfant en bonne santé avait complètement disparu. L'employé se souvenait très bien de Shu. Lorsque le plat que sa belle-mère lui avait demandé n'était pas disponible, le garçon s'était aussitôt rendu dans un autre magasin pour tenter de le trouver. Malgré ses efforts, une fois rentré à la maison, sa belle-mère s'en était violemment prise à lui, l'accusant d'avoir en réalité passé son temps à regarder la télévision. Les images diffusées par les médias montraient ensuite 3 photographies de Shu. D'abord, un garçon souriant et plein de vie, puis un enfant de plus en plus marqué par l'épuisement. Enfin, un jeune garçon au regard vide, comme vidé de toute lumière intérieure. L'indignation publique a alors atteint son paroxysme, notamment après la révélation que Shu avait cessé de fréquenter l'école 2 mois avant sa mort. Ses parents avaient expliqué qu'il se préparait à partir étudier à l'étranger, aux Philippines, si bien que personne ne soupçonnait ce qu'il endurait réellement. Le père de Shu, Yi Chang-gan, était considéré comme un entrepreneur prospère. Il travaillait dans l'immobilier, la vente de voitures et la décoration d'intérieur et bénéficiait d'une situation financière stable. 10 mois après son divorce, il s'est remarié avec Soo-jin, âgée de 42 ans. Ensemble, ils ont eu 2 filles. Au moment du drame, Soo-jin était également enceinte. Soo-jin avait auparavant été mariée à un ressortissant chinois. En mai 2018, elle a divorcé pour des faits de violence conjugale et d'infidélité. Dans le cadre du jugement de divorce, elle avait cédé la garde de leur enfant à son ex-mari. La mère biologique de Shu, Tanya, estimait que malgré des relations tendues avec Yi Chang-gan, celui-ci était un père aimant et attentionné. Elle ne doutait donc pas de sa capacité à élever leur fils convenablement. Toutefois, il n'a pas respecté sa promesse de lui permettre de voir l'enfant régulièrement. En dépit de ses nombreuses demandes, Tanya n'a vu Shu qu'à 2 reprises. Elle a fini par déposer une demande de changement de tuteur, considérant que le père portait atteinte à son droit de visite. Lorsque Soo-jin a appris que la mère biologique avait engagé une procédure judiciaire, elle lui a affirmé que Shu la considérait comme la meilleure personne au monde et que le revoir risquerait de le perturber. Elle a alors convaincu Tanya d'attendre la fin de la procédure. Finalement, la mère a retiré sa plainte. Mais 2 ans plus tard, lassée d'attendre, Tanya a décidé d'aller voir son fils. C'était en mai 2022. Elle s'est rendue à l'école de Shu. Cependant, le garçon a immédiatement téléphoné chez lui pour en informer sa belle-mère. Suivant ses instructions, il a refusé de parler à sa mère. 9 mois plus tard, Tanya a appris que son fils était décédé. Il s'est avéré par la suite que Shu avait laissé des notes dans lesquelles il exprimait à quel point sa mère lui manquait. Ce jour-là, une amie avait conseillé à Tanya d'emmener son fils avec elle, mais la belle-mère s'y était opposée. Soo-jin participait activement à la vie de l'Église et était obsédée par son image. Elle se présentait comme profondément religieuse, exerçait les fonctions de diacre et prenait part à des missions humanitaires à l'étranger. Mais comme l'enquête l'a ensuite révélé, ses engagements caritatifs semblaient surtout servir à flatter son ego. Des personnes qui la connaissaient depuis l'adolescence ont témoigné qu'elle mentait souvent, en particulier lorsqu'elle cherchait à se faire passer pour une femme fortunée. Sous son influence, son mari avait même eu recours à la chirurgie esthétique. Tous deux accordaient une grande importance à leur apparence et à l'image qu'ils projetaient auprès des autres. Selon les experts, c'est précisément la peur de ternir l'image d'une « famille idéale » qui aurait conduit Soo-jin à interdire tout contact entre Shu et sa mère biologique. Elle voulait apparaître, aux yeux de son entourage, comme une épouse irréprochable et une mère exemplaire. Il était essentiel pour elle de donner l'image d'une femme attentionnée, capable d'élever un enfant qu'elle n'avait pas mis au monde. Pour renforcer cette façade,
Elle organisait des séances photo-familiales avec Shu et prétendait même l'avoir envoyé étudier à l'étranger, à Berkeley. Pourtant, dans la vie quotidienne, elle le discriminait clairement. Selon ses propres dires, la violence qu'elle exerçait sur lui ne dépassait pas, à ses yeux, les limites de l'éducation. Mais l'éventualité d'un retour de la mère biologique, perçue comme une menace pour son image publique, la rendait furieuse. Selon les documents relatifs aux prestations d'assurance, la mère biologique a découvert par la suite que Soo-jin suivait un traitement psychiatrique depuis 2018, et ce jusqu'au décès de Shu. La belle-mère avait alors consulté des spécialistes, affirmant que le garçon souffrait de troubles de l'attention, qu'il se mettait fréquemment en colère et qu'il avait des difficultés relationnelles avec ses camarades de classe. Cependant, les experts ont conclu que ces comportements n'étaient pas liés à un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, mais à un syndrome de stress post-traumatique, consécutif au divorce de ses parents. Le psychologue chargé de son suivi a noté que, lors des séances, l'enfant avait tendance à se blâmer lui-même, probablement parce qu'il intégrait les reproches répétés des adultes. Peu de temps après la séparation de ses parents et la naissance d'enfants issus du nouveau mariage, Shu a été envoyé aux Philippines par sa belle-mère, sans tuteur. Selon les témoignages des voisins, à son retour, le garçon semblait renfermé, triste, et il accomplissait diverses tâches domestiques. Il triait les déchets, apportait la nourriture et s'occupait des plus jeunes enfants. Ce prétendu séjour d'études à l'étranger s'est révélé être non pas un programme éducatif, mais une forme déguisée de maltraitance. Plus tard, Soo-jin menaçait régulièrement Shu de l'y renvoyer s'il ne lui obéissait pas. Certains experts ont émis l'hypothèse que la décision de Soo-jin de prendre la garde de l'enfant avait pu être motivée non seulement par des raisons d'image, mais également par des considérations financières, telles que les allocations familiales et les aides destinées aux familles nombreuses. Les psychiatres ont aussi relevé chez elle des signes de troubles graves de la personnalité, marqués par des traits narcissiques. Il est possible qu'elle ait reporté sa colère sur l'enfant, notamment à la suite de disputes conjugales. Bien que la belle-mère soit directement responsable de la mort de Shu, le père de l'enfant porte lui aussi une part de responsabilité. D'après plusieurs témoignages, il était colérique et injuriait fréquemment son fils. Un jour, alors que Shu s'était disputé avec un camarade et que la mère de ce dernier était venue s'en plaindre, le père n'avait pas cherché à comprendre la situation. Il avait frappé son fils devant les voisins. L'enfant s'était retrouvé avec un œil tuméfié, mais il était déjà trop tard pour intervenir. Au cours de l'enquête policière, le couple a nié l'ensemble des accusations, affirmant que les ecchymoses observées sur le corps de l'enfant avaient été provoquées par lui-même. Cependant, lors des interrogatoires ultérieurs, ils ont partiellement reconnu l'avoir frappé, y compris le jour de sa mort. La première audience a eu lieu le 13 avril. Ce jour-là, Soo-jin a nié toute intention de tuer, soutenant qu'il s'agissait d'un acte involontaire et non d'un meurtre résultant de violences répétées. Elle a déclaré qu'après une fausse couche, et alors qu'elle était à nouveau enceinte, elle se sentait affaiblie physiquement et souffrait de crises de panique. Selon ses propres termes, elle essayait simplement d'élever son enfant lorsqu'elle a perdu son sang-froid et commis l'irréparable. En juin 2023, Soo-jin a comparu devant le tribunal, tenant dans ses bras le bébé qu'elle avait mis au monde en détention. Même après avoir vu les photographies de l'autopsie, elle a reconnu avoir infligé des maltraitances répétées à Shu, tout en continuant à nier toute intention de le tuer. Elle a affirmé qu'elle ne voulait pas sa mort et qu'elle n'aurait jamais pu la prévoir. Le père biologique, Lee Chang-gan, a reconnu certains actes de violence, mais a nié les accusations de négligence prolongée et de manquement à ses obligations parentales. Le 15 juillet, le ministère public a requis la peine de mort à l'encontre de la belle-mère, ainsi qu'une peine de 10 ans de réclusion pour le père. Toutefois, le 25 août, le tribunal a rendu son verdict, 17 ans d'emprisonnement pour Soo-jin et 3 ans pour Lee Chang-gan. Comme les faits s'étaient produits dans la sphère privée, à huis clos, l'accusation n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'une intention homicide, qu'elle soit directe ou indirecte. Le tribunal a donc requalifié les faits en homicide involontaire. Lee Chang-gan a soutenu qu'il n'avait pas vu son fils pendant 1 à 2 semaines avant le drame et a tenté de rejeter l'entière responsabilité sur Soo-jin. Or, l'expertise médico-légale a révélé que la majorité des lésions et des ecchymoses étaient apparues précisément durant cette période, ce qui a permis d'établir sa complicité dans les violences. Tandis que la mère biologique, en larmes,
implorait le tribunal de prononcer une peine plus sévère, Sujin, quant à elle, a sollicité la clémence de sa communauté religieuse. Mais aucun fidèle n'a osé lui apporter publiquement son soutien. La tragédie survenue dans l'affaire Chou a mis en évidence l'importance capitale de disposer d'un système de protection de l'enfance à la fois fiable, structuré et pleinement opérationnel. Même lorsque l'enfant vit avec l'un de ses parents ou au sein d'une nouvelle cellule familiale, il revient à l'État de veiller activement à sa sécurité et à son bien-être. L'absence de signalement en cas de soupçon de maltraitance, souvent due à un manque de preuves concrètes, ainsi que les restrictions imposées aux parents déchus de l'autorité parentale pour maintenir un lien avec leur enfant, figurent parmi les facteurs déterminants ayant conduit à cette issue tragique. Peut-être le destin de Chou aurait-il été différent si sa mère biologique avait pu exercer son droit de visite de manière régulière. L'affaire des filles disparues d'Alcácer est un crime très médiatisé qui s'est déroulé en Espagne en novembre 1992. Les discussions autour de ce crime sont toujours d'actualité à ce jour. D'une part, en raison de l'incroyable brutalité de l'atrocité elle-même, perpétrée par les auteurs sur 3 jeunes filles mineures. Et d'autre part, parce que l'affaire, bien que classée, ne semble pas avoir fait l'objet d'une enquête approfondie. Enfin, il existe au moins 2 versions de ce qui s'est passé. L'une d'entre elles est la version officielle, tandis que l'autre est la plus discutée au sein de la société. C'est cette affaire intéressante et effrayante que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alcácer est une petite ville de la province de Valence, en Espagne. Elle comptait environ 7000 habitants au moment des événements. Elle est entourée de petites localités situées à 1 ou 2 kilomètres les unes des autres. Les habitants d'Alcácer considèrent cette ville comme un lieu idéal pour les amoureux de la nature et de la randonnée. C'est d'ailleurs dans cette ville que vivaient les jeunes filles dont la vie a été interrompue au cours des terribles événements que nous évoquerons maintenant. Antonia Gómez Rodríguez était l'une des victimes. Elle est née le 25 mai 1977. Elle avait 15 ans au moment des événements. Selon sa famille et ses amis, elle détestait littéralement le prénom qui lui avait été donné à la naissance et avait demandé à être appelée Tony. La jeune fille attendait avec impatience son 16e anniversaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. L'autre victime, également mineure, s'appelait Maria Deseada Hernández Folch, ou Désirée, comme l'appelèrent ses proches. Elle est née en février 1978. Elle avait donc 1 an de moins que Tony au moment des événements tragiques. Enfin, la 3e victime du crime est Myriam Garcia Iborra. Elle est née le 28 juillet 1978. Elle avait le même âge que Désirée au moment des événements. Toutes 3 ont grandi dans la ville d'Alcácer, que nous connaissons déjà, et étaient les amies les plus proches. D'autres femmes les accompagnaient bien entendu. Par exemple, Esther Diaz Martinez. Esther se rendait souvent chez ses amies et passait beaucoup de temps avec elles. Cependant, heureusement pour elle, ce jour-là, elle n'a pas pu rejoindre ses amies car elle était malade. Elle avait attrapé la grippe comme ses parents et avait choisi de rester à la maison. Avec le recul, on peut dire que cette décision lui a sauvé la vie. Le 13 novembre 1992, Tony appelle une station de radio locale et demande à l'animateur de jouer la chanson Major Tom, interprétée par le musicien de synth-pop allemand Peter Schilling, pour un groupe d'amis, parmi lesquels se trouvaient toutes les filles mentionnées précédemment. Les jeunes amis semblaient avoir un avenir merveilleux devant eux et profiter pleinement de leur jeunesse et de la vie en général. Soucieux de son travail, l'animateur de la station de radio a demandé à Tony ce qu'elle comptait faire pendant le week-end. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas de projet précis, mais qu'elle n'allait pas rester à la maison. Aucun des auditeurs de la station de radio n'aurait pu imaginer qu'au bout d'un certain temps, la joyeuse Tony et 2 de ses amis proches allaient disparaître de leur vie. D'après les preuves disponibles jusqu'à présent, on peut déduire que Tony avait passé l'après-midi avec Esther. Elles ont ensuite été rejointes par d'autres amis. Ensuite, elles ont commencé à mettre en place une soirée organisée par leurs camarades de classe dans la ville voisine de Picassent, dans une boîte de nuit nommée Couleur. Il est à noter qu'Esther a changé de version concernant les intentions réelles de ses amis ce vendredi soir. On sait toutefois qu'elles ont quitté la maison d'Esther vers 19h et que plusieurs de leurs connaissances ont aperçu les filles se diriger vers une boîte de nuit. Bien qu'elles aient été aperçues à quelques rues de la boîte de nuit en question, elles ne s'y sont jamais rendues. Selon ces mêmes témoins, les jeunes filles ont décidé, pour une raison ou une autre,
de conduire au lieu de parcourir la courte distance à pied. Elle n'avait pas d'argent pour payer le taxi. En tout cas, elle n'avait pas l'intention de dépenser de l'argent pour un trajet aussi court. Quelque temps après, les 3 amies ont été aperçues par un autre témoin. Selon ce dernier, elles étaient assises sur le trottoir, au bord de la route, en espérant apparemment arrêter l'une des voitures qui passait. Ce témoin était d'ailleurs un jeune homme nommé Francisco, qui passait près d'elle en compagnie de sa petite amie. Il était un peu plus âgé qu'elle et n'était pas leur ami proche, mais il les connaissait de vue. Il leur a alors gentiment proposé de les conduire au club. Les adolescentes, qui s'attendaient à être déposées, ont accepté sans difficulté et se sont retrouvées en un instant dans la voiture. Comme il l'avait promis, le jeune homme a raccompagné les filles. Cependant, il a dû les déposer un peu plus tôt qu'elles ne le souhaitaient, car sa voiture est tombée en panne. Le témoin suivant a vu les filles marcher dans la rue principale qui traverse la ville Picassant. Il semble qu'elles auraient pu certainement atteindre leur destination à partir de là, mais quelque chose ou quelqu'un les en a empêchées. En général, dans une enquête, c'est la chronologie des événements correctement reconstitués qui joue l'un des rôles les plus importants. Or, dans le cas présent, la chronologie était plutôt approximative et imprécise. En outre, absolument tous les témoins qui ont vu les filles peu de temps avant leur disparition n'ont pas pu indiquer une période précise. D'ailleurs, certains des témoignages les plus intéressants proviennent d'une source apparemment sans aucun lien avec les jeunes filles, qui a pris contact avec elles quelques jours après la disparition des filles. Il s'est avéré que Maria Dolores, une femme de 63 ans, avait aperçu les 3 jeunes filles montées dans une petite voiture blanche à 4 portes après être restées quelques minutes devant sa maison de Picassant. Elle estime qu'il était environ 21 heures. Elle a même pu estimer à environ 4 le nombre de personnes à l'intérieur du véhicule. Elle a noté qu'ils étaient 3 ou 4, et que tous étaient, selon elle, des hommes. Ce genre de témoignage soulève toutefois quelques questions. La plus évidente concerne la capacité du véhicule en question. En d'autres termes, comment une si petite voiture a-t-elle pu contenir 6 ou 7 personnes ? Malheureusement, Maria ne se souvenait pas de la marque du véhicule. Elle prétendait ne pas s'y connaître beaucoup en la matière. Le moment décrit par la femme correspond probablement à la dernière fois qu'elles ont été vues vivantes. C'est à ce moment-là que le mystère de leur disparition commence. Bien sûr, lorsque les adolescentes ne sont pas rentrées chez elles cette nuit-là, leurs parents se sont inquiétés. Finalement, tous les parents, qui se connaissent bien, ont décidé de se rendre au poste de la garde civile de Picassant. À cette période, la garde civile était l'équivalent de la police ordinaire, et j'utiliserai parfois le mot « police ». À leur arrivée, les parents des jeunes filles ont signalé leur disparition et ont brièvement exposé tous les détails dont ils disposaient. Les recherches pour retrouver les adolescentes n'ont commencé que quelques jours plus tard. Le lundi 16 novembre 1992, les parents des jeunes filles disparues n'avaient toujours aucune information sur leur lieu de détention. Cette situation a incité les parents à penser qu'il leur était arrivé quelque chose de grave. Elles n'avaient jamais quitté leur domicile pendant une période aussi longue et n'auraient certainement pas fait de fugue, d'autant qu'elles n'avaient pas d'argent sur elles. Tous les éléments dont disposaient les autorités à ce moment-là indiquaient que les adolescentes avaient été enlevées par des inconnus. Au cours de la première semaine suivant la disparition des jeunes filles, les forces de l'ordre ont interrogé leurs amis, leurs parents et d'autres témoins éventuels afin de trouver des indices permettant de savoir où elles se trouvaient. C'est à ce moment-là que la garde civile a essentiellement recueilli toutes les déclarations des témoins clés, y compris les plus importantes obtenues précédemment de Maria Dolores. Il est alors apparu clairement que les jeunes filles ne s'étaient pas rendues à la discothèque où elles étaient attendues. En tout cas, personne ne les avait aperçues là-bas. Le père de Myriam, Fernando Garcia, est sans doute la personnalité la plus connue de l'enquête parmi les parents des jeunes filles disparues. Ses activités n'ont pas toujours été soutenues, mais il se distinguait particulièrement dans le contexte de parents accablés par le chagrin, à la manière d'un cheval de bataille. Bien sûr, il était lui aussi très inquiet, mais son caractère ne lui permettait pas de rester inactif. Il a donc commencé à apparaître sur toutes les stations de radio et dans divers programmes télévisés, ce qui pouvait l'aider à attirer l'attention du public sur l'affaire. Parfois, il apparaissait dans ses émissions en compagnie d'Esther, l'une des amies des jeunes filles, qui, comme nous le savons déjà, se trouvait chez elle au moment des faits. Fernando Garcia a répété à maintes reprises qu'il ferait tout son possible pour retrouver sa fille et ses amis, mais aussi pour que toute la lumière soit faite sur cette disparition.
Les actions de cet homme, qui visait principalement à faire connaître l'affaire, ont rapidement porté leurs fruits. Un grand nombre de pistes, souvent très contradictoires, sont arrivées littéralement du monde entier. Des milliers de citoyens sympathisants ont suivi l'enquête chaque jour dans les différents médias. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir l'identité des victimes de l'enlèvement présumé. Les citoyens ont compris que ces filles auraient pu être, en fait, leurs voisines, leurs sœurs ou même leurs filles. Il s'agissait de l'environnement lui-même, qui n'était apparemment pas aussi sûr que beaucoup le pensaient à cette période. C'est la raison pour laquelle les parents des jeunes filles disparues ont suscité tant de sympathie. Cet incident criminel est également devenu une sorte de bombe médiatique pour la plupart des programmes d'information, avec des taux d'audience et de visionnage atteignant des sommets sans précédent. Durant la première phase de l'enquête, la police a mis en place des mesures jugées pour le moins inhabituelles. En d'autres termes, elle a littéralement tenté de faire tomber au moins quelques informations provenant de criminels locaux récemment en fuite et ayant déjà été impliqués dans des enlèvements. Malheureusement pour les forces de l'ordre, ces tentatives sont restées vaines et n'ont permis d'obtenir aucune information sur le sort des jeunes filles. Parallèlement, la mairie d'Alcácer a pris diverses mesures pour retrouver les adolescentes. Elle a imprimé un grand nombre de dépliants avec les photos des victimes présumées de l'enlèvement et les a distribués dans toute la province de Valence. Malgré le grand nombre de versions et de pistes émanant de citoyens ordinaires, la police n'a pu trouver aucune trace des disparus. En décembre 1992, le périmètre de recherche continue de s'étendre. Le ministre de l'Intérieur du pays s'intéresse personnellement à l'affaire, qui continue de faire l'objet d'une large couverture dans tous les médias nationaux. Son intervention a conduit à la création d'une nouvelle agence de police, ou plutôt d'une task force, dont le travail serait comparé à celui du FBI. Baptisée UCO, Unité Centrale d'Opération, cette structure est basée à Valence, la plus grande ville située à proximité des lieux où les adolescents ont disparu, à savoir Alcácer et Picassent. Basée à l'origine à Valence, elle est rapidement devenue une unité d'élite. Au fil du temps, l'affaire est remontée jusqu'au premier ministre espagnol de ces années-là, Felipe González Márquez. À la veille de Noël 1992, il reçoit les familles des jeunes filles disparues dans sa résidence et leur promet de faire tout son possible pour les retrouver. Presque immédiatement après, tous les détails de l'affaire ont été transmis à Interpol. Parallèlement, une nouvelle édition de l'émission de télévision espagnole populaire, Quien sabe dónde, ou Qui sait où, était diffusée de 1992 à 1998 sur Télévision Española. Elle était animée par Paco Lobaton, un présentateur de télévision très connu dans le pays. Son objectif était de retrouver des personnes portées disparues. C'était probablement l'un des programmes les plus populaires de la télévision espagnole à cette période. L'audience de cette émission reposait en effet entièrement sur l'empathie de la population du pays à l'égard de la douleur ou de la perte d'autrui. Ainsi, lors de l'édition suivante de l'émission, Martin, le frère de Myriam âgé de 8 ans, s'est adressé aux téléspectateurs en lisant son propre texte écrit à la main, et surtout sincère, sur un petit morceau de papier. Le garçon a littéralement supplié les personnes pouvant fournir des informations sur le lieu où se trouvait sa sœur de le contacter. À ce moment-là, Fernando Garcia, le père de Myriam, avait déjà quitté son emploi et s'était consacré à la recherche de sa fille. Il a même planifié plusieurs voyages dans d'autres pays européens pour fournir un compte-rendu détaillé de l'enlèvement des filles aux chaînes de télévision locales. Il a également essayé d'organiser une rencontre personnelle avec le pape Jean-Paul II pour lui parler, ainsi qu'à d'autres croyants, du sort des 3 filles de la ville d'Alcácer. En général, Fernando a téléphoné presque quotidiennement aux studios de diverses stations de radio pour essayer de perturber leur programme et leur rappeler une fois de plus l'affaire. Finalement, l'un de ces appels a marqué le début d'une nouvelle phase de l'enquête. C'est à ce moment-là que l'enquête a enfin démarré. Les corps des jeunes filles ont été retrouvés dans le ravin de la Romana, dans la même province de Valence, près du village de Tous. Cela s'est passé le 27 janvier 1993. Le village ne comptait alors que quelques milliers d'habitants. Il ressemblait à un village de banlieue ordinaire. Il était entouré de petites montagnes et de collines. L'un des témoins de la découverte des corps est Gabriel, un retraité de 69 ans. Après avoir pris sa retraite, il s'est mis à l'apiculture. Auparavant, il avait installé son rucher sur une propriété appartenant à son gendre. Ce dernier s'appelait José. Les 2 hommes s'entendèrent bien et passèrent parfois du temps ensemble.
Cette fois-ci, ils se sont rendus au rucher en voiture et ont garé leur véhicule non loin de leur destination. Il était environ 10 heures du matin, un temps idéal pour se promener et récolter du miel. Le rucher se trouvait à proximité des ruines d'une vieille maison abandonnée. Une fois sur place, José s'assit pour se reposer et fumer une cigarette, tandis que Gabriel faisait le tour de la maison en ruine. Peut-être à ce moment-là que l'attention du plus âgé fut attirée par l'éclat d'un petit objet posé non loin de lui sur le sol. Malgré son âge, l'homme semblait avoir conservé une excellente vue. En regardant l'objet de plus près, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose d'autre. Après quelques instants, il cria le nom de son gendre et lui demanda de venir le voir. En s'approchant de lui, José lui dit qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Les deux hommes s'approchèrent donc lentement du lieu de la découverte. Ils y trouvèrent un amas de brindilles et de pierres éparpillées, apparemment jetées là par quelqu'un pour tenter de dissimuler l'ouverture. Le gendre de Gabriel écarte alors les branches pour découvrir l'objet qui se trouvait en dessous. L'objet en question, qui était maintenant beaucoup plus visible grâce au reflet, était une montre-bracelet. Elle avait une forme assez bizarre et était beaucoup plus grande qu'une montre classique. Mais le plus surprenant n'était pas la montre en elle-même, mais le fait qu'elle se trouvait au poignet de quelqu'un à ce moment-là. Cette découverte a non seulement apporté un certain nombre de nouveaux détails à l'enquête, mais elle a également bouleversé la vision que l'on avait de la sécurité en Espagne à cette période. Avec le temps, l'affaire de la disparition mystérieuse des jeunes filles d'Alcácer a donné lieu à diverses théories du complot et à des rumeurs sur la corruption des forces de l'ordre et des structures politiques. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Dès le premier jour, les activités opérationnelles sur le site où les corps ont été retrouvés ont été entachées par l'incompétence d'un officier, mais aussi par celle de l'ensemble de la brigade de la garde civile arrivée la première sur les lieux. Il a également fallu plusieurs heures à un haut gradé, José Miguel Bor, pour arriver sur le site des fouilles après avoir été autorisé à organiser la récupération des corps des victimes. Il s'est avéré qu'il était déjà impliqué dans le processus de récupération d'un autre corps dans une commune voisine. De plus, lorsque les deux apiculteurs ont découvert la fosse contenant les corps, ils ont cru qu'il s'agissait d'hommes. Ils ont été déconcertés par la taille de la montre-bracelet que portait l'une des jeunes filles. C'est peut-être pour cette raison que les forces de l'ordre ne se sont pas empressées de s'occuper des corps. Ce jour-là, José Miguel Bor est arrivé sur le lieu de l'enquête de manière plutôt décontractée. Un peu plus tard, une nouvelle task force, sous le commandement de Francisco Bueno de l'unité centrale des opérations, est également arrivée sur place. Elle comprenait également le lieutenant José Miguel Hidalgo Dominguez. Des décennies après l'enquête, il s'est montré extrêmement loquace à propos de l'incompétence de ses collègues de la garde civile. Dans l'ensemble, il avait probablement ses raisons. La principale concerne le processus d'excavation lui-même, ou plutôt le grand nombre d'erreurs commises à ce stade. Selon le lieutenant Dominguez, certaines de ces erreurs pourraient compromettre l'enquête. Mais reprenons depuis le début. Les corps des jeunes filles ont été retrouvés dans une grande fosse qui semblait avoir été creusée depuis plusieurs mois. Les restes des victimes étaient déjà en phase de décomposition. José Luis Bord a interdit à toutes les personnes présentes sur le site de communiquer avec les représentants des médias, mais aussi, d'une manière générale, de parler à qui que ce soit de cette macabre découverte. Cette interdiction concernait bien sûr également les apiculteurs, qui sont les personnes mêmes qui ont découvert le lieu de sépulture. Il était notamment interdit à la quasi-totalité des agents de police de s'approcher du site sans l'autorisation des membres de la task force. Il faut cependant noter que, d'une manière ou d'une autre, plusieurs membres locaux de la Guardia Civile et leurs collègues des services d'urgence avaient déjà mis le bazar sur le site avant l'arrivée des experts de Valence. Un tel comportement de la part de ces personnes soulève certainement des questions quant à leurs compétences. Selon les protocoles policiers en vigueur dans la plupart des pays, il est d'usage de photographier les scènes de crime ou de découverte de corps avant de mener une quelconque enquête. Dans le cas présent, les forces de l'ordre local ont décidé de ne pas respecter ce protocole et n'ont pris que quelques photos. L'une d'entre elles montrait les corps des jeunes filles et l'autre tous les indices présents sur les lieux. Cependant, il était impossible de voir quoi que ce soit sur ces clichés. L'homme qui était chargé de photographier les lieux où les corps avaient été retrouvés a déclaré avoir arrêté car ses collègues nécessitaient ses services. Passons maintenant à un autre sujet. Au bout d'un certain temps, les corps des victimes ont été retirés de la fosse.
Il s'est avéré que les dépouilles se trouvaient depuis tout ce temps non seulement sous une couche de terre et de branches, mais qu'elles étaient aussi partiellement enveloppées dans un tapis. Des données provenant de plusieurs sources publiques ont montré que certains membres de l'équipe d'enquête pensaient que le tapis était bleu. Cependant, les photographies montrent une image très différente. En d'autres termes, sa couleur était plutôt vert foncé ou marron, selon la luminosité. Concernant les autres détails, on peut noter que 2 des 3 filles ont été décapitées et que leurs mains étaient attachées avec une corde noire. Outre les corps eux-mêmes, des objets étrangers ont également été découverts. Il était toutefois assez difficile de déterminer s'ils étaient directement liés au corps ou s'ils s'y trouvaient par hasard. Par conséquent, certains de ces objets n'ont même pas été acceptés comme preuve. Cette circonstance peut peut-être être attribuée aux erreurs commises. Parmi les objets trouvés sur les lieux où les corps ont été découverts, figurait un t-shirt en coton ordinaire de grande taille. Selon les autorités, il pourrait appartenir à l'une des victimes. Dans la fosse, à côté des corps, se trouvait également une veste en velours côtelé déchirée, 2 morceaux de tissu synthétique indéterminé, un morceau de papier déchiré avec une écriture illisible, de la corde, ainsi qu'un os, une phalange de doigts et un segment de colonne vertébrale, probablement provenant d'un animal, ainsi qu'une cartouche de jeu vidéo. Une douille de balle a également été découverte sur place. Certains de ces objets pourraient être utiles à l'enquête, mais la triste vérité est que la grande majorité des éléments de preuve ont ensuite été emballés dans des sacs en plastique. Il semble que ce soit une pratique courante, du moins c'est ce que nous avons souvent vu au cinéma. Cependant, les professionnels de la médecine légale nous contredisent probablement. En effet, les éléments de preuve susceptibles de contenir de petites particules d'humidité n'auraient jamais dû être laissés dans des sacs en plastique ou en papier, surtout pendant de longues périodes. Des bactéries pourraient en effet se développer dans les sacs, ce qui aurait un impact très négatif sur l'état des preuves. C'est précisément ce qui s'est passé dans cette affaire. Mais passons à autre chose. Une fois les corps des jeunes filles retirés de la fosse et leurs parents informés de la macabre découverte, il ne restait plus aux autorités qu'à se lancer à la recherche des auteurs d'un crime aussi effrayant. Les policiers ont dû agir avec une rapidité inhabituelle et, dans l'ensemble, on peut dire qu'ils ont fait un excellent travail. Mais sur quoi devaient-ils se concentrer? Au départ, les autorités ne disposaient d'aucun élément permettant d'identifier les auteurs présumés de ce crime. Or, pratiquement le même jour, un tel élément a été découvert. Il a été découvert lors d'une inspection des zones situées à proximité immédiate du lieu où les restes des victimes avaient été découverts. Il s'agissait de quelques morceaux de papier sur lesquels figuraient les dossiers de patients externes d'un hôpital voisin situé à quelques heures de route au nord-est. Le dossier de consultation externe avait été rempli l'année précédente. Les informations qui y figurent indiquent qu'il appartient à un jeune homme nommé Enrique Angles, résidant dans la province de Valence. La carte indique également qu'Enrique a été traité pour une forme non spécifiée de maladie vénérienne en 1992. Au cours de la première heure, les agents ont appris que ce dernier souffrait, en plus de tout le reste, d'un retard mental. Cette circonstance les a amenés à penser que la carte de consultation externe relative au traitement de la maladie vénérienne ne lui appartenait pas, mais à son frère Antonio Angles, qui avait simplement décidé de la remplacer pendant son hospitalisation. Dans l'ensemble, Antonio était assez remarquable. Sorti de prison l'année précédente après avoir purgé une nouvelle peine pour un délit lié à la possession et à la vente de substances illicites, il était devenu un personnage notoire dans le milieu criminel. Par ailleurs, parmi les amis proches d'Antonio se trouvait un autre criminel de second ordre nommé Miguel Ricard. Ainsi, toute l'attention des enquêteurs se concentre désormais sur ces 2 hommes. Dans un premier temps, les autorités se sont concentrées sur la famille Angles, qui vivrait dans la commune de Catarroja, dans la province de Valence. Le matin du 28 janvier 1993, lorsque les policiers sont arrivés, seuls quelques membres de la famille d'Antonio et d'Enrique étaient présents, dont leur mère. Les policiers se sont immédiatement rendus à une autre adresse pour tenter d'arrêter Miguel Ricard. En effet, cette fois-ci, la chance a souri aux autorités qui ont surpris le jeune homme entrant chez lui en pleine journée. Ricard a immédiatement remarqué la présence de plusieurs policiers sur le seuil de sa propre maison. Pour une raison inconnue, il n'a toutefois pas cherché à se cacher et s'est même approché directement des policiers. Il a finalement été arrêté et emmené rapidement au bureau de la garde civile le plus proche pour être interrogé.
Dans l'après-midi, les agents des forces de l'ordre ont finalement commencé à interroger le suspect. Il a été emmené dans une pièce séparée où se trouvaient déjà plusieurs hommes robustes en civil. Miguel a été invité poliment à se présenter et à parler brièvement de lui et surtout de ses antécédents. Le jeune homme a déclaré qu'il venait d'être libéré de prison après avoir purgé une peine pour vol de voiture. Ricard a également mentionné qu'il possédait son propre véhicule, une petite berline blanche Opel Corsa. La voiture de Miguel ressemblait vaguement à celle décrite par l'un des témoins interrogés. Les autorités ont trouvé cette ressemblance troublante et à partir de ce moment, elles ont commencé à considérer Ricard comme le principal suspect. Au cours de l'heure suivante, ils interrogent le jeune homme en détail sur sa voiture. Outre les informations évidentes, ils voulaient également savoir si Miguel avait récemment prêté sa voiture à quelqu'un. Il a d'abord répondu par la négative. Il a ensuite mentionné qu'il lui arrivait de prêter sa voiture à un ami qui s'appelait Antonio Angels. Ayant reçu une telle réponse, les policiers ont particulièrement insisté sur les questions relatives à l'identité d'Antonio et de son frère Enrique. Dans son témoignage sur les frères Angles, Miguel a insisté de manière assez flagrante sur le fait qu'Enrique était une personne inoffensive, incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mais il ne peut pas en dire autant d'Antonio. Au contraire. Il a admis que son ami proche pouvait commettre un acte cruel ou un crime contre la vie humaine. Bien sûr, une telle déclaration de Miguel était officiellement qualifiée de volontaire. De plus, il n'avait fait l'objet d'aucune accusation formelle à ce jour. Les autorités ont profité de son ignorance de la loi et ont obtenu sa déclaration sans exercer de pression habituelle sur lui dans ce genre de processus. Lorsqu'on a demandé à Ricard où il se trouvait tard dans la soirée du 13 novembre 1992, il a répondu qu'il était en prison à ce moment-là. En général, les policiers savaient très bien que le jeune homme purgeait encore sa peine à ces dates. Cependant, il ne disposait pas de données fiables à ce sujet. Néanmoins, un appel rapide à plusieurs gardiens de prison a confirmé leurs soupçons. Aucun des gardiens interrogés à la prison désignée de Miguel n'a pu trouver d'enregistrement, indiquant que le jeune homme y était effectivement détenu ce jour-là. Il n'avait donc tout simplement pas d'alibi. Vers minuit, Miguel Ricard a été informé de ses droits et a été placé en garde à vue dans une cellule de détention. Il est alors devenu un fonctionnaire accusé de complicité dans les meurtres de Myriam Garcia Iborra, Maria Désirée Hernandez Folch et Antonia Gomez Rodriguez. Immédiatement après son inculpation, le jeune homme a déclaré qu'il n'avait plus l'intention de témoigner et a exigé que les policiers lui fournissent un avocat. Au même moment, la plupart des agences de presse avaient déjà investi Alcacer. Pendant les jours, les semaines et les mois à venir, elles se sont acharnées à rapporter les moindres détails de cette affaire très médiatisée, aussi horrible soit-il. De plus, les médias ont littéralement harcelé les parents des victimes, leur posant des questions déplacées pour savoir ce qu'ils pensent de tout ce qui est arrivé à leur fille. Parallèlement, le jour même de l'arrestation de Ricard par la police, à savoir le 28 janvier 1993, une équipe de 6 experts médico-légaux se préparait à pratiquer l'autopsie des corps des victimes. Les corps des jeunes filles ont finalement été examinés dans l'ordre où ils avaient été retirés de la fosse de la Romana. Le corps de Tony a été examiné en premier. Il s'agit de l'une des 2 victimes à qui il manque une tête. C'est à son poignet qu'a été trouvée la montre qui a attiré l'attention des personnes qui ont découvert les corps. Les experts ont rapidement trouvé sur son corps des signes indiquant qu'elle avait été incitée à plusieurs reprises à avoir des relations intimes avec ses agresseurs. Cependant, les experts médico-légaux ont conclu que la cause de sa mort était une blessure par balle. Ils se sont ensuite attelés à l'analyse du second corps, celui de Désirée. Après un examen visuel, ils ont déterminé que les restes de la 2e victime avaient été partiellement dévorés par un animal sauvage. Comme pour la première victime, la tête de Désirée avait également été séparée du corps. Autre circonstance macabre, l'absence d'un des tétons de la jeune fille. Il semble avoir été retiré par les agresseurs à l'aide d'une pince ou d'un objet similaire. L'examen des organes génitaux de la victime a également révélé des signes de violence sexuelle. La mort de la jeune fille, tout comme celle de Tony, a été causée par une blessure par balle. Cependant, son corps présentait d'autres blessures, principalement causées par des coups portés à l'aide d'une arme contondante. Dans l'après-midi, les experts ont enfin commencé à examiner les restes de la 3e victime. Myriam a perdu un segment entier de son bras droit, ce qui suggère qu'elle a probablement été battue beaucoup plus sévèrement au cours de sa vie, contrairement aux 2 autres filles.
L'absence de plusieurs dents en est la preuve la plus flagrante. Cependant, Myriam, comme ses amis, avait été victime d'une atteinte à son intégrité sexuelle. Le 30 janvier 1993, Miguel Ricard finit par parler et livre la première version de son témoignage. L'auteur des faits aurait subi des pressions en ne lui donnant pas d'eau ni de nourriture et en le forçant à garder une posture droite dans le but de le faire parler le plus rapidement possible. Dans le cadre de ses aveux, Ricard raconte aux enquêteurs la chronologie personnelle et subjective des événements de la nuit au cours de laquelle il a enlevé les 3 filles avec Antonio Angles. Selon lui, ils se sont rendus à Picassant pour enlever leurs victimes. Il les aurait fait monter dans un véhicule différent, dont l'apparence contrastait fortement avec celui aperçu par l'un des témoins. En tout état de cause, Miguel affirme qu'ils se sont rendus tous ensemble à La Romana immédiatement après. Au cours de ce voyage, qui, selon l'auteur, a duré environ plusieurs heures, les filles n'auraient exprimé aucune inquiétude particulière et n'auraient pas cherché à quitter le véhicule. Il est clair que certains détails révélés par Miguel n'étaient pas très importants et n'étaient probablement pas tout à fait fiables. Du moins parce qu'il était pratiquement impossible de les vérifier. Poursuivant son récit, Miguel a déclaré qu'une fois arrivé à destination, il a eu des relations intimes avec la jeune Désirée, tandis qu'Antonio est parti avec 2 autres filles. Ricard affirme que l'intimité entre lui et la mineure Désirée était purement consensuelle et a duré environ 20 minutes. Ensuite, 3 coups de feu auraient retenti au loin, provenant de l'arme à feu d'Antonio. À ce stade, le récit de Miguel est devenu encore plus flou. Il n'a jamais pu expliquer précisément ce qui était arrivé aux victimes. Il n'a jamais pu nous dire s'il était directement impliqué dans le meurtre, ni ce qui avait motivé leur passage à l'acte. Immédiatement après le décès des victimes, les 2 jeunes hommes se seraient rendus dans une maison et auraient pris un tapis dans lequel ils auraient enveloppé les corps. Telle est la teneur de la première confession de l'auteur. Une fois de plus, la véracité de cette version était pratiquement invérifiable. Il était donc essentiel pour les autorités de recueillir le témoignage d'un autre complice du crime. Mais comme nous le savons déjà, cela a posé quelques problèmes. En effet, Antonio Angles n'a pas donné signe de vie récemment à aucun membre de sa famille ou de son entourage. Selon les proches du jeune homme, celui-ci appartiendrait à une certaine minorité. En d'autres termes, il n'aimait pas les filles. Dans ces conditions, les autorités ont supposé qu'il eût pu commettre ces crimes uniquement en raison de sa haine des femmes. Bien entendu, aucun des détectives expérimentés n'a pris ces déductions au sérieux. Par conséquent, la présence de la police au domicile de la famille Angles n'a fait qu'augmenter. Tous les membres de la famille, ou presque, ont été réinterrogés dans les jours qui ont suivi. Alors que les zones de recherche d'Antonio Angles s'étendaient et qu'Interpol était impliqué, les policiers locaux augmentèrent la pression sur Ricard pour qu'il fournisse les données supplémentaires nécessaires pour reconstituer le puzzle. Par exemple, les détectives s'intéressaient à l'emplacement et à l'heure de la mort des filles, ainsi qu'à la façon exacte dont cela s'était produit. Bien sûr, les premières autopsies des corps des victimes ont indirectement apporté des réponses à ces questions. Cependant, il est apparu que l'équipe d'experts médico-légaux avait commis toute une série d'erreurs impensables lors de l'analyse des corps. En effet, avant l'autopsie, les experts avaient lavé les 3 corps presque à l'eau. Par conséquent, une grande partie des éléments de preuve importants auraient pu être irrémédiablement endommagés, voire détruites. Le lendemain de la première autopsie, une deuxième autopsie plus approfondie a été réalisée. Celle-ci a eu lieu à la demande des parents des victimes. Le docteur Luis Frontella Carreras était responsable de cette seconde autopsie. Par ailleurs, plusieurs observateurs officiels étaient présents lors du procès afin de réaliser des enregistrements vidéo. D'une manière générale, le docteur Carreras, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes impliquées dans l'instruction de l'affaire, a tenu des propos très négatifs sur le travail de ses collègues. Il les a accusés d'avoir éliminé toutes les preuves possibles de la surface des corps des victimes, mais aussi d'avoir rassemblé tous les cheveux trouvés sur les corps dans un seul récipient. Il a également déclaré qu'ils avaient jeté d'autres éléments de preuve potentiellement utiles pour l'équipe médico-légale qui seraient parvenus ultérieurement. Les preuves faisaient référence à des larves trouvées sur les cadavres. Tout cela aurait pu conduire à d'importantes divergences lors de la conciliation des témoignages des accusés avec les faits établis lors de l'autopsie, par exemple. Il s'est avéré que les experts médico-légaux ont trouvé un total de 15 poils pubiens,
dont 12, à la surprise générale, n'appartenaient ni à Ricard ni à Angle. L'un des poils était gris et n'a pas pu être analysé. En outre, le docteur Carreras a constaté que ces cheveux appartenaient à au moins 5, voire 7 personnes différentes, qui auraient pu être impliquées d'une manière ou d'une autre dans le crime. Comme je l'ai mentionné précédemment, les asticots trouvés sur les corps des victimes ont simplement été écartés par la première équipe d'experts. C'est pourquoi Carreras n'a pu les étudier qu'à partir des photographies prises lors de la première autopsie. Selon l'expert, la taille des larves était très variable et ne correspondait pas tout à fait à l'état de décomposition des corps des victimes. Sur la base de ces spéculations, il a été possible de conclure que les adolescentes avaient été enterrées ailleurs et que ce n'est que quelque temps plus tard que les auteurs, quels qu'ils soient, avaient déplacé leurs corps pour les conduire à l'endroit définitif. Enfin, le médecin a suggéré que les corps des jeunes filles avaient pu rester peu de temps dans l'eau. C'est ce qu'indique l'absence de lividité et d'échymose sur leur corps. Peu de temps après, Ricard a fait de nouveaux aveux. Dans le cadre de la deuxième version des faits, Miguel a fourni beaucoup plus de détails, ce qui a aidé les enquêteurs à mieux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a raconté ce qui s'était passé entre le moment où il avait enlevé les filles dans la ville de Picassant et celui où il les avait enterrées dans une fosse à la Romana. Selon le jeune homme, après avoir enlevé les filles, il les a emmenées à la Romana. Ce point avait déjà été établi. En chemin, l'une des filles enlevées s'est mise à crier et a tenté de sortir de la voiture, sans succès. Cette circonstance a déséquilibré Antonio Angles, qui l'a frappé au visage avec un pistolet, lui arrachant plusieurs dents. Ces détails contredisent complètement l'histoire qu'il a racontée précédemment, selon laquelle les jeunes amis étaient partis avec eux de leur propre gré. Cependant, lors de ses seconds aveux, Miguel a déclaré qu'Angles et lui avaient emmené les jeunes filles dans une cabane abandonnée de la Romana pour les inciter à avoir des relations intimes. Il faisait apparemment référence aux ruines situées à proximité desquelles les corps des victimes avaient été retrouvés. Au final, de nombreux détails de la première confession de Ricard ont changé. Cette fois, il a admis que lui et Antonio avaient utilisé son véhicule pour commettre l'enlèvement. Quoi qu'il en soit, alors que certains inspecteurs travaillent avec Miguel, d'autres sont toujours à la recherche du principal suspect, Antonio Angles. On ne peut pas dire qu'Angles ait disparu sans laisser de traces. Du moins, cela ne semblait pas être le cas au premier abord. Au contraire, il a semblé délibérément laisser aux autorités des indices et des informations sur sa localisation. Au cours des premiers jours de sa recherche, la police a reçu plusieurs rapports de témoins qui ont vu le jeune homme et ont même eu des contacts avec lui. L'un d'eux était un chauffeur de taxi qui, durant les premiers jours, a conduit le criminel dans toute la ville, ignorant qu'il était recherché par la police. Un autre était un coiffeur. Selon lui, Antonio s'est adressé à lui pour obtenir de l'aide et lui a demandé de recolorer ses cheveux en une teinte plus foncée et banale. Auparavant, il portait exclusivement des cheveux clairs. À la même période, Angles avait essayé de louer une chambre dans l'un des motels, mais on lui avait refusé. La raison de ce refus était tout à fait banale. L'employé de la réception a simplement reconnu l'auteur de l'infraction. Ce n'est pas surprenant. À ce stade, il était sans doute l'un des hommes les plus recherchés d'Espagne. Il lui était pratiquement impossible de s'échapper du pays sans rencontrer de problème, et il était bien sûr hors de question pour lui d'utiliser son vrai nom et ses vrais papiers. Malheureusement, cette fois-ci, les policiers sont arrivés trop tard sur les lieux où le criminel avait été vu précédemment et Antonio a réussi à prendre la fuite. Il est depuis lors devenu une priorité pour les forces de l'ordre. C'est du moins ce qu'affirment les hauts fonctionnaires. Dans un premier temps, tous ont affirmé unanimement que la police était sur la piste du criminel et qu'elle l'attraperait certainement un jour. Mais ils semblaient avoir une longueur d'avance sur eux et anticipaient toutes leurs actions. Au début du mois de février 1993, de nouvelles informations sur le fugitif ont été diffusées. La police a été contactée par un homme se présentant comme chauffeur de camion. Selon lui, il l'avait découvert la veille à l'arrière de son camion. Angles était différent de celui qui figurait sur les photos d'orientation de la police. Sa pilosité faciale avait notamment changé. Il se pouvait donc qu'il ait volontairement modifié son apparence pour se faire passer pour une autre personne. Depuis lors, les autorités ont régulièrement reçu des rapports faisant état d'un jeune homme correspondant à la description d'un criminel recherché, parcourant le pays en se faufilant dans des conteneurs de camions vides. À un moment donné,
La police a été contactée par des employés d'une compagnie maritime qui ont déclaré avoir trouvé un homme de la même description à bord de leur navire. Ce dernier devait se rendre en Irlande. Malheureusement, les marins n'ont pas réussi à retenir l'invité indésirable qui a réussi à sauter par-dessus bord dans l'océan. Tout cela ressemble évidemment à des rumeurs inventées par la presse ou par les autorités qui ont perdu toute envie de poursuivre le fugitif. Cependant, même si ces rumeurs étaient inventées, elles se répétaient d'année en année. Le 2 mars 1993, Miguel Ricard fournit à nouveau de nouveaux détails sur le crime qu'il a commis avec son complice Antonio Angles à l'encontre de 3 jeunes filles mineures. Cette fois, l'accusé décrit l'arme dont Antonio Angles disposait au moment des faits. Selon lui, il s'agissait d'un pistolet de 9 mm qu'il avait précédemment acquis dans la rue. L'arme en question était pratiquement introuvable, mais Miguel a assuré qu'elle avait été utilisée dans d'autres crimes violents par le passé. En outre, Ricard a déclaré que les délits sexuels commis à l'encontre des victimes avaient principalement eu lieu dans les ruines situées à La Romana, non loin de l'endroit où les corps des victimes ont finalement été enterrés. La police a admis que les principaux actes d'agression contre les filles auraient pu avoir lieu ailleurs, mais comme elle n'avait que peu ou pas de moyens de le prouver, elle a dû s'en remettre au témoignage de Miguel. Parallèlement, l'inspection des ruines en tant que lieu de l'incident n'a révélé aucune preuve de l'action s'y étant déroulée. Il est également important de noter que Ricard a tenté de justifier ses actes en se référant aux menaces que son ami aurait proférées à son encontre. En effet, Angle les avait contraintes à avoir des relations intimes en les menaçant avec des armes. Miguel a également mentionné qu'il n'était pas avec les victimes en permanence cette nuit-là. Selon lui, à un moment donné, ils ont simplement attaché les filles et sont allés dans la ville de Catado, située dans la province de Valence, pour manger et boire dans un bar local. Ce n'est qu'ensuite qu'ils sont retournés sur les lieux pour achever les victimes une fois pour toutes. Il convient de noter que l'enquête sur cette affaire a été extrêmement longue et difficile, ce qui n'est pas négligeable. Cela est dû non seulement à la lenteur de la justice espagnole, mais aussi aux agissements de Fernando Garcia. Je rappelle que ce dernier était le père d'une des victimes. Nous aborderons ses actions et sa vision de l'enquête elle-même un peu plus tard. D'une manière générale, le procès a débuté. La première audience de l'affaire de l'enlèvement et du triple meurtre des sœurs d'Alcácer a débuté le 12 mai 1997 dans la deuxième section de l'Audiencia provinciale de Valence. Miguel Ricard a enfin franchi le seuil de la salle d'audience, plus de 4 ans après son arrestation formelle. Le procès était présidé par Mariano Tomás Benítez, un juge bien connu en Espagne, qui a été directement impliqué dans de nombreuses procédures législatives et pénales importantes dans le pays. Au cours de la première phase du procès, l'accusation a tenté de discréditer le caractère et le profil psychologique de l'accusé. En d'autres termes, les experts impliqués dans l'affaire ont soutenu que Ricard avait agi uniquement en tant que complice d'Antonio Angles, alors que Miguel lui-même a régulièrement déclaré qu'il avait agi sur ordre de son ami, craignant pour sa vie. En outre, Ricard s'est vu attribuer un avocat commis d'office dans les premiers jours de sa détention, mais pour une raison inconnue, il n'en était pas satisfait et a ensuite changé d'avocat 7 fois au total. Son dernier représentant légal était Manuel López Almanza. En sa qualité d'avocat principal de l'accusé dans l'une des affaires les plus médiatisées du pays, Manuel a dû examiner plus de 8000 documents relatifs au procès qui avait commencé. Ces documents comprenaient d'innombrables rapports d'experts, les aveux répétés et divergents de Miguel, ainsi que les preuves et les dossiers de police accumulés au cours des années d'enquête. Le procès a duré près de 3 mois. Le moment le plus surprenant de toute la procédure a sans doute été la déclaration de l'avocat de l'accusé, qui a affirmé à plusieurs reprises que les autorités ne disposaient que d'un seul élément de preuve permettant de relier son client et Antonio Angles au crime, un papier d'un hôpital voisin, délivré au nom d'Enrique Angles. Il est vrai que peu de preuves ont été trouvées sur le site où les corps ont été retrouvés. De plus, l'équipe qui a travaillé sur place avant l'arrivée des professionnels a commis des erreurs assez grossières, comme je l'ai déjà mentionné. Ils n'ont même pas photographié correctement l'aspect immaculé du lieu lui-même. De plus, ils ont regroupé toutes les preuves en une seule pile afin de ne pas avoir à photographier chaque élément individuellement. Cependant, la première procédure d'autopsie, et en particulier l'enregistrement vidéo de celle-ci, a soulevé de nombreuses autres questions. Elle a été fournie sans son, et sa durée a été considérablement réduite. Par conséquent,
Au lieu de l'enregistrement de plusieurs heures, seule une petite partie extrêmement chaotique de la procédure a été présentée au tribunal. D'une manière générale, comme je l'ai déjà précisé précédemment, l'enquête sur cette affaire a consisté en une série d'erreurs. L'enregistrement de la seconde autopsie était également de mauvaise qualité. Il semblait avoir été réalisé à la hâte et ressemblait davantage à une répétition de la première autopsie. Bien entendu, les résultats de l'autopsie contenaient un grand nombre de preuves matérielles. Il était difficile de le nier. Sans elles, l'accusation et le tribunal n'auraient rien eu à se mettre sous la dent. Les aveux du seul accusé en possession des autorités n'étaient pas particulièrement fiables. De plus, Miguel Ricard a modifié son témoignage à plusieurs reprises pendant sa détention et a ajouté de nouveaux détails. Il a même affirmé à plusieurs reprises qu'il s'était menti à lui-même sous la pression des membres de la garde civile. Ces derniers l'auraient menacé, lui et ses proches. Cependant, le procès a pris une tournure logique. Plusieurs membres du public attendaient avec impatience des informations sur le sort de l'accusé, qui ont été communiquées un peu plus tard, en septembre 1997. Le juge Mariano Tomás Benítez a rendu son verdict et a condamné le criminel à 170 ans de prison. Au cours du long procès, Ricard a été reconnu coupable des délits d'enlèvement, d'assassinat, d'incitation à l'intimité et de dissimulation de preuves. Au premier abord, il aurait pu paraître à la majorité des citoyens ayant suivi le déroulement de cette affaire fortement médiatisée que Miguel Ricard ne renoncerait jamais à sa liberté. Pourtant, en 2013, le criminel a été libéré. Une telle issue semble incroyable, surtout si l'on considère la peine encourue par Ricard. Aussi, avant d'expliquer comment le condamné est parvenu à recouvrer la liberté, il convient d'apporter quelques précisions sur le fonctionnement du système judiciaire en Espagne. Comme vous le savez, l'Espagne fait partie de l'Union européenne, ce qui influence les différents processus en cours dans le pays, en particulier en ce qui concerne l'existence de plusieurs lois et règlements relatifs aux peines d'emprisonnement. Pendant de nombreuses années, la peine maximale qu'un criminel pouvait purger dans une prison était de 30 ans. Cette durée pouvait toutefois être réduite en fonction de la bonne conduite du délinquant ou de sa participation à des activités de réinsertion en prison. Cependant, dans les années 90, lors du procès d'Henri Parot, membre d'une organisation terroriste séparatiste basque, le gouvernement espagnol a préféré se réserver le droit d'imposer des restrictions de liberté plus sévères aux criminels particulièrement violents, y compris l'emprisonnement à vie. Henri Parot a d'ailleurs été condamné à une peine de 48 ans de prison. Comme vous le comprenez, cette condamnation, ainsi que celle de Miguel Ricard, pourrait signifier qu'il ne sera plus jamais libre. Pourtant, il y a eu des précédents dans l'histoire du monde, grâce auxquels la décision du tribunal a finalement été révisée. C'est précisément ce qui s'est passé dans l'affaire Ricard. En 2013, le représentant légal du condamné a porté l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui a donné raison à ce dernier. En effet, les représentants de la Cour ont estimé qu'une peine d'emprisonnement aussi longue constituait une peine extrêmement cruelle et injustifiée. Il faut dire qu'ils ne se sont pas préoccupés de la gravité de l'infraction commise, ni des chances de réinsertion du condamné. Ainsi, Ricard n'a passé que 20 ans en prison. Pendant son incarcération, il semblait être devenu une personne complètement différente. Il est devenu un homme corpulent, chauve, barbu et au regard éteint, à l'opposé du jeune garçon qu'il était auparavant. Lorsque Miguel a quitté les murs du pénitencier, il a soigneusement couvert son visage pour éviter d'être reconnu par les journalistes qui attendèrent dans les environs. Ces derniers espéraient qu'il se montre et fasse quelques remarques, mais il choisit de rester silencieux et se dirigea lentement vers la gare. Avec l'argent gagné en prison pendant son incarcération, Miguel achète un billet et monte à bord d'un train à destination d'une localité voisine. De là, Ricard a pris une voiture et s'est rendu à Madrid. Le lendemain, il a accordé une seule interview téléphonique à une chaîne de télévision locale, au cours de laquelle il a déclaré qu'il n'était pas coupable des infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il a également rejeté la faute sur les procureurs qui, selon lui, l'avaient piégé. Bien entendu, à sa libération, Ricard n'a reçu aucun accueil chaleureux nulle part en Espagne. Après avoir passé la moitié de sa vie consciente derrière les barreaux, il est devenu l'une des personnes les plus détestées du pays. Les personnes qui l'entouraient étaient véritablement rejetées et tenues à l'écart, surtout lorsqu'elles reconnaissaient sa culpabilité. C'est pour cette raison que Miguel a préféré se tenir à l'écart de la société. À ce jour,
l'affaire des jeunes filles disparues d'Alcácer est officiellement considérée comme résolue. Cependant, on ne sait toujours pas où se trouve l'un des suspects. Il est peut-être parti depuis longtemps. Il est donc temps de s'intéresser à la version alternative du crime que Fernando Garcia et Juan Ignacio Blanco ont si activement promue. Le père d'une des victimes a tout fait pour retarder le procès. Puis, il l'a ouvertement critiqué à l'issue de celui-ci. Il a notamment critiqué le travail des forces de l'ordre, du procureur général et du juge lui-même qui, à première vue, a prononcé une décision et une peine logique à l'encontre de l'un des auteurs du crime. Peut-être devrions-nous revenir en arrière afin de mieux comprendre les motivations de Fernando Garcia. Le 9 mai 1997, Fernando Garcia, le père de Myriam, a demandé au procureur et au juge de reporter le procès de l'affaire, au moins pour un certain temps, en tant que représentant autorisé des 3 familles de victimes. Comme nous le savons déjà, cette requête a été acceptée peu avant le début du procès. Il estimait en effet qu'il aurait dû recueillir beaucoup plus de preuves et lancer de nouvelles recherches sur les restes des victimes et d'autres éléments à l'aide de tests ADN. La raison principale pour laquelle Fernando voulait reporter le procès était l'information donnée par le docteur Carreras. Je rappelle que le docteur Carreras est le médecin qui a pratiqué la 2e autopsie sur les corps. Ainsi, selon le médecin, l'un des segments du tapis dans lequel les restes des jeunes filles étaient enveloppés contenait de l'ADN non testé. Autrement dit, le tapis lui-même contenait soit une tache de sang, soit une semence humaine qui n'avait pas été correctement analysée par les autorités. Le médecin lui-même n'avait pas été en mesure d'effectuer de tels tests, car la technologie nécessaire n'était pas disponible dans le pays à ce moment-là. Fernando était donc complètement absorbé par cette idée, parfois obsessionnelle. Le fait que son propre mariage s'effondrait ne l'a même pas arrêté, et ce n'est même pas que sa femme voulait le quitter. Non, c'était encore plus tragique que cela. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle était gravement malade. Elle s'est donc retrouvée pratiquement seule face à la maladie la plus grave. Mais là encore, son mari ne semblait pas s'en préoccuper. Il se concentrait sur une seule chose, défendre la vérité. Au départ, Fernando, comme beaucoup d'autres personnes concernées, attendait avec impatience le procès et le jugement final de ce dernier. Mais lorsqu'il s'en est approché, il a commencé à penser qu'il avait commis des erreurs de calcul. Il doutait en effet de l'intégrité de l'enquête menée par les forces de l'ordre du pays. De plus, près d'1 an auparavant, il avait miraculeusement eu accès à plusieurs rapports de police décrivant l'évolution de l'enquête elle-même. À cette période, Fernando avait déjà acquis de nouvelles connaissances et, surtout, noué un certain nombre de nouveaux contacts. L'une d'entre elles était Juan Ignacio Blanco, criminologue de renommée nationale et auteur d'un livre intitulé True Crimes. À la même période, Juan Ignacio Blanco animait une émission de télévision relativement populaire entièrement consacrée aux affaires criminelles les plus médiatisées. Il s'est avéré que, à ce moment-là, l'homme était déjà sérieusement intrigué par l'affaire des sœurs Alcácer disparues et menait sa propre enquête qui avait capté presque toute son attention. Juan a également eu accès à certains dossiers à la suite d'une rencontre fortuite avec Fernando et les 2 hommes sont arrivés à la même conclusion. Les autorités n'avaient pratiquement aucune preuve contre Miguel Ricard ou Antonio Anglès. Bien sûr, ils ont réalisé que les forces de l'ordre disposaient d'une confession de l'un des auteurs, mais celui-ci a pu prétendre, sous la pression incroyable de la police, qu'il avait menti au dernier moment. Et alors ? Néanmoins, ni Fernando ni Juan ne croyèrent vraiment que Ricard et Anglès aient pu agir seuls. Non, ils ne contestaient pas leur culpabilité, mais selon eux, ces criminels de seconde zone n'étaient qu'une partie de quelque chose de plus grand. Ils étaient donc devenus des boucs émissaires, alors que les grandes figures de la criminalité organisée restaient dans l'ombre pendant tout ce temps. Les hommes ont même commencé à soupçonner certains membres du système judiciaire local de connivence avec des éléments criminels puissants. Quoi qu'il en soit, ils ne trouvaient pas d'autre explication au fait que les autorités n'avaient pas vu la situation telle qu'ils la voyaient. Les déclarations de Fernando et Juan donnaient l'impression qu'ils avaient inventé une nouvelle théorie du complot et qu'ils étaient parmi les premiers à y croire. Ils ont volontiers participé à diverses émissions télévisées et ont fait des déclarations très médiatisées, accusant de hauts fonctionnaires et des représentants des forces de l'ordre d'être complices du crime. Parallèlement, Fernando lui-même n'a pas oublié d'accuser les membres de la garde civile espagnole qui ont participé au processus d'exhumation des corps. Selon lui, ces derniers ont été tellement incompétents qu'ils ont perdu ou détruit des preuves importantes. Bien sûr,
Il n'était pas le seul à penser ainsi, mais son excès de zèle a semé la discorde entre les familles des victimes. La famille de Tony a continué à le soutenir comme avant, mais les proches parents d'une autre victime, Désirée, lui ont conseillé de ne pas aller plus loin et de ne pas alerter les autorités. La mère de Désirée ne voulait surtout pas que le nom de sa fille soit lié, de quelque manière que ce soit, à l'enquête alternative ou parallèle menée par Fernando et Juan. Il faut dire que les hommes étaient hors d'atteinte. Ils pensaient que les filles étaient victimes d'un grand groupe criminel dirigé par des hommes politiques et des hommes d'affaires puissants, et couverts par les forces de l'ordre. Selon eux, ce groupe criminel produisait et vendait de courtes vidéos montrant de véritables tortures et abus sur des mineurs. Ces allégations ont pris une tournure beaucoup plus importante dès que Juan Ignacio Blanco a commencé à parler ouvertement de la prétendue vidéo de victimes d'enlèvement qu'il détenait. Selon lui, cette cassette lui a été remise par un pasteur d'Alcácer. Ce dernier lui aurait dit qu'un homme impliqué dans le crime lui avait remis la cassette, car il se sentait coupable. Juan affirme lui-même avoir fourni une copie de la vidéo au ministre espagnol de l'Intérieur à la même période. Il est difficile de juger de la véracité de ses propos. Si cette vidéo a réellement existé, pourquoi les autorités espagnoles n'ont-elles pris aucune mesure pour identifier les autres personnes impliquées dans le crime? L'image de Fernando Garcia et de Juan Blanco y est peut-être pour quelque chose. Garcia et Blanco ont déployé des moyens considérables et consacré beaucoup de temps à la diffusion de leurs théories alternatives. Pourtant, ils ne disposaient d'aucune preuve concrète et n'ont fait que lancer des accusations à l'encontre de personnes respectées. En juillet 2009, après une longue série d'échecs, les deux hommes se retrouvent en difficulté. Ils ont participé à un documentaire sur le procès de Miguel Ricard. Tout au long du film, ils accusent le procureur général, Enrique Beltrán, d'être de connivence avec d'autres hauts fonctionnaires pour étouffer l'affaire. Inutile de préciser qu'après de telles accusations, les deux hommes encourent de lourdes amendes, voire de véritables peines de prison. Dans un premier temps, l'accusation a demandé à ce qu'ils soient condamnés à 16 ans de prison, mais le tribunal s'est montré beaucoup plus indulgent à leur égard. Après s'être perdus dans l'ombre pendant un certain temps, Fernando et Juan refont surface en 2013. Ils ont annoncé leur intention de rendre publique la vidéo qu'ils détenaient. Ils ont même menacé de le faire sur l'une des plateformes de partage de vidéos afin de forcer le gouvernement espagnol à agir et à purger ses rangs. Mais ils n'ont jamais réussi à mettre leurs menaces à exécution. Selon eux, ils n'ont pas pris cette mesure parce que les personnes exposées par la vidéo essaieraient certainement de tout faire pour les éliminer. Finalement, si Fernando et Juan ont obtenu une certaine publicité, ils ont aussi essuyé une perte financière importante.